Bonjour à tous, bienvenue sur l'Histoire avec Madési. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime. Cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement, détendez-vous et plongeons dans l'histoire. L'air était chargé de jasmin et d'attente le jour du mariage de Lilian. Sa robe en dentelle épousait délicatement sa silhouette, la traîne balayant le marbre poli du grand domaine des Kingston. Elle avait toujours imaginé son mariage comme une célébration de l'amour, remplie de rires et de doux baisers. Au lieu de cela, alors qu'elle se tenait à côté d'Edwin, sa main fermement serrée dans la sienne, elle se sentait comme une prisonnière bien habillée. Maria Kingston, sa belle-mère, se tenait près de l'autel dans une robe émeraude ajustée qui criait l'autorité. Ses yeux scrutaient Lilian comme si elle inspectait de la marchandise défectueuse. « Assure-toi de sourire. Tu ne veux pas que les gens pensent que tu es ingrate », murmura Maria entre ses dents serrées avant les vœux. Lilian hocha légèrement la tête, l'estomac noué. Elle avait déjà eu des aperçus du contrôle de cette femme, mais elle se disait que cela passerait, qu'elle serait acceptée une fois qu'elle aurait fait ses preuves. La réception ressemblait plus à un événement d'entreprise qu'à un mariage. Les rires fusaient par petites poches discrètes et stratégiques. Tout était calculé. La propre famille de Lilian, modeste et chaleureuse, semblait mal à l'aise au milieu de la mer de robes de créateurs et de visages stoïques. Edwin lui parlait à peine, préoccupé par le divertissement de ses associés et de ses oncles. Quand elle essaya de lui tenir la main sous la table, il la repoussa doucement mais fermement. « Ne sois pas collante », murmura-t-il sans la regarder. Maria dominait la soirée, présentant Lilian aux invités comme si elle était un mannequin engagé. « Voici Lilian. »« Oui, c'est celle qu'Edwin a choisie. D'origine modeste, mais nous allons la polir. » Sa voix était douce, ses yeux perçants. Lilian sourit à travers tout cela, les joues douloureuses, le cœur sombrant. Elle se surprit à serrer son verre de vin un peu trop fort, souhaitant pouvoir disparaître à l'intérieur. Cette nuit-là, dans la suite nuptiale, elle s'assit sur le bord du lit tandis qu'Edwin se déshabillait en silence. « Pourquoi ai-je l'impression d'avoir épousé ta mère » murmura-t-elle. Edwin marqua une pause, sa chemise à moitié déboutonnée, puis rit sèchement. « Bienvenue dans la famille, Lilian. Tu t'y habitueras. » Et sur ce, il se détourna d'elle, éteignit la lumière, la laissant pleurer dans le noir la nuit de ses noces. La première semaine de Lilian en tant que belle-fille des Kingston fut une leçon d'invisibilité. Chaque matin, on attendait d'elle qu'elle se lève avant l'aube, habillée impeccablement, et attende à la table du petit déjeuner que Maria descende comme une reine. La table à manger pouvait accueillir 12 personnes, mais seulement 4 chaises étaient jamais occupées, Maria, Edwin, Ruby, et maintenant Lilian. Mais sa présence ne justifiait pas son inclusion. « Ne parle que si on t'adresse la parole », avait murmuré Maria en se versant du thé, sans même jeter un regard dans la direction de Lilian. Quand Lilian essaya de proposer des suggestions sur le personnel de maison ou les arrangements floraux dans le hall, Maria levait simplement un sourcil et disait « Nous nous en sommes très bien sortis sans tes idées. » Edwin ne disait rien. En fait, il parlait très peu quand ils étaient à la maison. Il s'enterrait dans le travail et laissait Maria orchestrer leur vie comme une marionnettiste. Même la gouvernante, Evelyn, gardait ses distances, hochant nerveusement la tête chaque fois que Lilian essayait de faire la conversation. Il y avait un silence étrange dans le manoir, poli, froid et impitoyable. Les quelques moments d'espoir furent rapidement anéantis. Un soir, Lilian entra dans le salon vêtu d'une douce robe lavande qu'Edwin avait un jour complimentée pendant qu'ils sortaient ensemble. Les yeux de Maria la balayèrent vivement. « La lavande te rend pâle », remarqua-t-elle. « Change pour quelque chose de moins désespéré. » La gorge de Lilian se serra, mais avant qu'elle ne puisse se retirer, Edwin entra. Elle se tourna vers lui avec des yeux suppliants, mais il la reconnut à peine. « Ma mère a raison. » marmonna-t-il avant de se verser un verre. Plus tard dans la nuit, Lilian était assise dans leur chambre, recroquevillée près de la porte du balcon alors que les lumières de la ville clignotaient au loin. « Ai-je jamais mon mot à dire dans ce mariage » demanda-t-elle, sa voix à peine audible par-dessus le vent. Edwin ne leva pas les yeux de sa tablette. « Lilian, s'il te plaît. Arrête de créer des drames là où il n'y en a pas. Tu savais ce que signifiait épouser un membre de cette famille. » Elle ne répondit pas,
choisissant plutôt de se rendre tranquillement dans la salle de bain où elle verrouilla la porte et s'appuya contre le mur de marbre. Une larme s'échappa de son œil alors qu'elle murmurait à son reflet, « Je ne savais pas que cela signifiait me perdre moi-même. » Il ne fallut pas longtemps pour que le reste de la famille Kingston fasse écho au mépris de Maria. Ruby, la sœur cadette d'Edwin, était particulièrement cruelle sous le couvert de la politesse. Lors d'un dîner de famille, elle se tourna vers Lilian et demanda gentiment, « Alors, raconte-nous, comment vous êtes-vous rencontrés exactement ?» C'était lors d'une de ces collectes de fonds communautaires? La table gloussa doucement. Lilian sourit crispement, ses joues brûlantes. « Nous nous sommes rencontrés à la fête de fiançailles d'un ami commun, » dit-elle en essayant de rester calme. Ruby pencha la tête. « Oh, ce n'est pas ce que Maria nous a dit. Elle a dit que c'était quelque chose d'un peu plus humble. » Edwin mâchait en silence, n'offrant aucun soutien à Lilian. Les piques venaient souvent et subtilement, se moquant des professions de ses parents, la qualifiant de « pittoresque », lui demandant si elle savait prononcer les noms de plats français. Maria souriait de satisfaction à chaque fois, sirotant son vin comme du poison. Derrière des portes closes, Lilian confronta Edwin. « Ils me traitent comme si j'étais inférieur à eux. Et tu les laisses faire. » Edwin soupira en retirant sa cravate. « Tu réagis de manière excessive encore une fois. » Ces mots la piquèrent plus que les ricanements de Ruby. « Il ne le pense pas, Ruby ne fait que jouer. » « Jouer, répéta-t-elle, la voix tremblante. C'était de l'humiliation. Il s'assit sur le bord du lit, se frottant les tempes. « Tu dois t'endurcir, Lilian. Ce n'est pas le petit bungalow de ton père ici. C'est un héritage. Comporte-toi comme si tu en faisais partie. » Cette nuit-là, Lilian se tenait devant son miroir, retirant ses boucles d'oreilles en diamant avec des doigts engourdis. Elle se regardait, vêtue d'opulence, mais les yeux vides. Son reflet ressemblait à une invitée dans sa propre peau. Et pour la première fois, elle se demanda si la Lilian qu'elle connaissait était en train de s'estomper lentement. Le changement chez Edwin fut progressif mais indubitable. L'homme qui lui tenait autrefois la main fermement, qui lui murmurait à l'oreille lors des dîners, la touchait à peine maintenant. Leurs conversations se réduisirent à de la logistique, à quelle heure il partirait, qui assisterait au prochain événement, quel dossier il fallait repasser pour le travail. Fini les rires tard dans la nuit. Fini les baisers du matin. Lilian essayait de l'atteindre, littéralement et émotionnellement, mais il semblait toujours trop distrait. Une nuit, après un long gala de charité, Lilian se pencha vers lui dans la voiture. « M'aimes-tu encore, Edwin ?» Il la regarda une brève seconde avant de regarder par la fenêtre. « Ne pose pas de questions dont tu n'es pas prête à entendre les réponses, » marmonna-t-il. Sa poitrine se vida à ces mots, un vide se formant au centre de sa cage thoracique. Lilian commença à passer ses soirées seule dans le bureau, lisant ou faisant simplement semblant. Parfois, elle écoutait l'écho de son propre rythme cardiaque, juste pour ressentir quelque chose. Le manoir était plein de bruit, tintements de verre, serviteurs se déplaçant tranquillement, la voix aiguë de Maria résonnant dans les couloirs. Mais tout ce que Lilian entendait, c'était le silence assourdissant entre elle et son mari. Elle essaya une fois de pimenter les choses, en préparant son plat préféré et en dressant la table avec des bougies. Il rentra tard, les yeux ternes, et dit « J'ai déjà mangé au bureau. » Elle ne pleura pas. Elle hocha simplement la tête et débarrassa la table tranquillement. Le dernier fil entre eux s'était effiloché. Une nuit, alors qu'il dormait profondément à côté d'elle, elle fixa son visage sous la douce lumière de la lune. « Je ne sais plus qui tu es. » murmura-t-elle, mais l'homme que tu étais me manque. Être aimé me manque. Lilian se tenait dans le dressing, fixant des rangées de robes de créateurs, dont aucune n'avait été choisie par elle. Maria avait supervisé la garde-robe lors de son emménagement, jugeant les propres vêtements de Lilian inappropriés pour une épouse Kingston. Chaque article était d'une perfection sur mesure, mais Lilian se sentait étouffée par la soie et l'élégance cousue. Ses journées étaient désormais une boucle prévisible, petit déjeuner en silence, courses programmées avec Maria, et de longues heures dans une maison où son rire n'avait pas sa place. Même les murs semblaient complices de son effacement, polis et insonorisés, la regardant dépérir un peu plus chaque jour. Quand elle essaya de suggérer quelques changements au jardin, les yeux de Maria devinrent d'acier. « Personne n'a demandé ton avis, reste juste jolie et silencieuse, ma chérie. » Les mots résonnèrent comme un verdict. Un après-midi,
alors que Lilian était assise près de la fenêtre de la véranda, traçant le chemin des gouttes de pluie, elle essaya de se souvenir de ce qu'était la joie. Elle se rappela son petit appartement avant le mariage, son chevalet près de la fenêtre, ses livres éparpillés comme des fleurs sauvages. Maintenant, même ses passe-temps avaient été jugés comme une distraction. Maria avait discrètement demandé aux femmes de chambre de les emballer et de les ranger. Lilian avait interrogé Edwin à ce sujet, ce à quoi il avait répondu « Mère sait ce qui est le mieux. Peut-être qu'il est temps que tu embrasses ton nouveau rôle. » Cette nuit-là, elle se retrouva dans les toilettes, traçant le contour de son visage dans le miroir. « Qui es-tu maintenant » murmura-t-elle à son reflet. « Tu es vêtu de soie, mais tu te sens comme enchaîné. » Sa voix se brisa, et elle pressa une main tremblante contre sa poitrine, essayant de faire taire le cri silencieux qui se formait en elle. Au 3e mois de mariage, les piques verbales de Maria étaient devenues plus acérées, maniées avec une précision d'expert. Lilian était trop maigre, trop douce, trop peu éduquée aux manières de l'aristocratie. Même sa posture était corrigée. « Redresse-toi » lança Maria lors d'un brunch avec des invités. « Tu t'avachis comme une roturière. » Les invités gloussèrent poliment, et Lilian sourit pour cacher la piqûre. Elle avait appris l'art d'avaler la honte tout entière. Les mots de Maria n'étaient pas seulement cruels. Ils étaient calculés, toujours publics, toujours destinés à la diminuer. Quant à Edwin, il était devenu le public silencieux, ne prenant jamais sa défense. Un soir, alors que Maria critiquait la façon dont Lilian tenait son verre de vin, Lilian répondit doucement « On m'a juste appris différemment. » C'est tout. Maria ricana « Eh bien, clairement, ton éducation t'a fait défaut. » La pièce devint silencieuse. Edwin ne dit rien. Lilian s'excusa, la gorge serrée et les larmes menaçant de couler. De retour dans sa chambre, Lilian sortit un vieux carnet en cuir qu'elle avait caché au fond du tiroir de sa coiffeuse. C'était un cadeau de son défunt père. Cette nuit-là, elle commença à écrire, juste quelques phrases au début, de petites admissions. Aujourd'hui, j'ai de nouveau été humiliée. Il ne me voit comme rien. Le son de mon nom prononcé avec amour me manque. Elle écrivait en secret, laissant les pages absorber ce que sa bouche ne pouvait dire. Le journal devint son sanctuaire, un ami silencieux qui n'interrompait ni ne ridiculisait jamais sa douleur. Elle commença même à noter ce que Maria disait mot pour mot, une habitude qu'elle ne comprit pas au début, mais qu'elle continua instinctivement. Chaque entrée était une graine, quelque chose qui pourrait un jour devenir une force. Elle murmurait ses vérités à l'encre, et à chaque mot, le silence en elle commençait à changer très légèrement. Une nuit, elle écrivit « Il pense que je suis faible, mais il ne voit pas le feu qui grandit tranquillement en moi. » C'est un samedi ensoleillé et rare que Lilian vit enfin une occasion de quitter la maison sans être accompagnée. Maria était partie tôt pour un événement caritatif, et Edwin était au bureau. Lilian appela le chauffeur et demanda à être conduite au centre culturel de la ville, prétextant assister à une exposition d'art. Mais sa véritable destination était un petit café niché dans une rue calme, le café de Clara. Clara, son amie la plus proche avant le mariage, avait laissé d'innombrables messages sans réponse. Aujourd'hui, Lilian avait besoin de voir un visage qui ne la jugeait pas. Quand Clara la vit entrer, elle se précipita de derrière le comptoir, la serrant férocement dans ses bras. « Mon Dieu, Lilian, tu as perdu du poids. Qu'est-ce qui se passe ?» Les larmes brûlèrent les yeux de Lilian. « On ne me permet plus d'être moi-même, » dit-elle, la voix brisée. Elles s'assirent dans une cabine d'angle, 2 tasses de thé fumant entre elles. « C'est comme si je ne vivais pas, je ne faisais que subir. » Clara écouta en silence stupéfait alors que Lilian racontait tout, l'emprise de Maria, la distance croissante d'Edwin, l'isolement, le dénigrement. « Pourquoi n'es-tu pas parti ?» demanda finalement Clara, serrant les mains de son amie. « Parce que je n'ai personne. »« Et ils me prendraient mon fils » murmura Lilian. « Ils m'ont déjà tout pris. » Les yeux de Clara s'emplirent de larmes. « Tu n'es pas seule, plus maintenant. » Elles restèrent assises là pendant des heures, se remémorant, pleurant, et faisant de la place pour la fille brisée qui avait été autrefois si vibrante. Alors que le soleil plongeait derrière les nuages, Lilian se leva à contre-cœur pour partir. « Ils se demanderont pourquoi je suis sortie si longtemps, » dit-elle. « Clara, je ne sais pas combien de temps je peux encore tenir. » Clara la regarda dans les yeux. « Alors promets-moi une chose. Quand le moment viendra, et que tu seras prête à te battre,
n'hésite pas, Lilian hocha lentement la tête. Elle ne se sentait pas encore prête. Mais le simple fait d'entendre les mots « te battre » alluma une petite étincelle. Une qu'elle ne savait même pas encore vivante en elle. La plus faible ligne rose changea tout. Lilian fixa le test de grossesse avec incrédulité, ses mains tremblant alors que la joie se heurtait à la peur. Un enfant, son enfant. Son premier instinct fut de protéger la nouvelle, de laisser le moment respirer avant que Maria et Edwin ne puissent le ternir. Mais les secrets ne survivaient pas longtemps dans le manoir des Kingston. Ce soir-là, au dîner, Lilian toucha doucement la main d'Edwin. « Je dois te dire quelque chose. Je suis enceinte. » Un silence s'ensuivit. La fourchette de Maria cliqua contre son assiette. Edwin cligna des yeux, son expression indéchiffrable. « Tu es sûr ?» demanda-t-il sèchement. « Oui. » dit Lilian avec un sourire timide. Maria se pencha en avant, ses yeux se plissant comme un faucon tournoyant au-dessus de sa proie. « Quelle coïncidence !» murmura-t-elle. Juste au moment où nous discutions du voyage d'affaires d'Edwin à l'étranger. Lilian se figea. « Que suggères-tu » Maria ne sia pas, simplement que le timing en dit plus long que les mots. À partir de ce moment, la grossesse devint un champ de bataille. Maria prit le contrôle de chaque rendez-vous chez le médecin, insistant pour que son propre médecin gère les soins de Lilian. Edwin devint de plus en plus distant, rentrant souvent tard ou dormant dans la chambre d'amis. « Je ne sais pas si cet enfant est de moi » murmura-t-il une nuit alors qu'elle s'approchait de lui en larmes. Lilian haleta, reculant. « Tu penses que je te ferais ça ?» Il se frotta le visage. « Je ne sais plus quoi penser. Tu as changé. » Sa voix se brisa alors qu'elle répondait « Non, Edwin. Je n'ai pas changé. C'est toi qui as cessé de me voir. » Les murs du manoir semblaient se resserrer autour de son ventre à chaque semaine qui passait. Maria critiquait sa prise de poids, ses envies, sa fatigue. « Les femmes de notre famille ne se plaignent pas de la grossesse » dit-elle froidement. Lilian recommença à écrire, de longues entrées, des entrées désespérées. Elle ne savait pas comment elle protégerait son enfant dans cet endroit froid et sans amour, mais elle savait une chose avec certitude, elle le ferait. Le travail arriva tôt, 3 semaines avant la date prévue. Ce fut une épreuve longue et douloureuse, et Maria insista pour que Lilian accouche dans l'aile privée de l'hôpital de la famille. L'environnement stérile ressemblait plus à une salle de négociation qu'à un lieu de naissance. Après 12 heures d'agonie, Lilian donna naissance à un garçon. Ses bras la brûlaient de le tenir, mais Maria intercepta l'infirmière en roucoulant « Laisse-moi être la première à accueillir le prochain héritier Kingston. » Lilian regarda depuis son lit d'hôpital, trempé de sueur, son fils être bercé par la femme qui l'avait fait se sentir comme un rien. Le nom fut décidé avant même qu'on la consulte, Charles, d'après le grand-père d'Edwin. « C'est un nom fort » déclara Maria. Lilian objecta faiblement, « Je voulais le nommer Nathaniel », mais Maria la coupa. « Tu as fait ta part. Laisse-nous nous occuper du reste. » Les semaines suivantes furent un brouillard de douleur et de distance. Les demandes de Lilian pour nourrir elle-même le bébé furent refusées sous prétexte de besoin de repos. Une nounou fut engagée sans son consentement, et la chambre d'enfant, un espace qu'elle espérait concevoir, fut entièrement rénovée par Ruby. Un après-midi, Lilian entra dans la chambre d'enfant pour trouver Maria berçant Charles, fredonnant une berceuse. « Il connaît à peine ton odeur » dit Maria sans lever les yeux. « Nous avons tissé un lien pendant que tu te remettais. » La gorge de Lilian se serra. « Je suis sa mère » dit-elle doucement. Maria se leva, replaçant le bébé dans le berceau. « Tu n'es que le vaisseau, ma chère. La famille passe avant tout. » Cette nuit-là, Lilian s'assit sur le sol de la chambre d'enfant longtemps après que tout le monde soit allé se coucher. Elle passa ses doigts sur le bord du berceau, murmurant, « Un jour, je m'assurerai que tu saches qui je suis, et je me battrai pour toi, même si cela me brise. » C'est arrivé un mardi pluvieux. Edwin était rentré aux premières heures du matin, empestant l'alcool et le parfum d'une autre femme. Lilian était restée éveillée, espérant des excuses, un éclat de l'homme qu'elle connaissait autrefois. Au lieu de cela, il laissa tomber son manteau et marmonna, « Pourquoi es-tu encore debout ?» Sa poitrine se serra. « Te soucies-tu encore de ce mariage ?» Il ricana. « Ce n'est pas un mariage, Lilian. C'est un contrat. Un contrat que tu voulais. » Sa main trembla alors qu'elle serrait le bord du canapé.
J'ai tout abandonné pour être avec toi. Il rit amèrement. Alors c'était peut-être ton erreur. Le dernier fil se rompit. Le lendemain matin, Lilian fit une valise. Elle glissa une petite photo de Charles dans son portefeuille et descendit discrètement les escaliers, son cœur battant à chaque pas vers la porte. Juste au moment où sa main atteignit la poignée, une voix perça le silence. « Où crois-tu aller ?» C'était Edwin, son visage assombri par les lumières du couloir. « Je pars, » dit Lilian, la voix tremblante. « Je ne peux plus continuer comme ça, pas comme ça. » Il s'approcha, les yeux froids. « Si tu franchis cette porte, tu ne reverras plus jamais ton fils. » Les mots la frappèrent comme un coup de poing à la poitrine. « Tu n'oserais pas », il sourit narquoisement. « Regarde-moi faire. » Elle vacilla, sa main tombant de la poignée. « Tu ne peux pas me l'enlever. » Il se pencha. « Les Kingston ont du pouvoir. Toi, tu n'es qu'une fille sans personne. » Lilian resta figée, les larmes aux yeux, sa valise toujours à ses pieds. Et à ce moment-là, elle réalisa qu'elle avait besoin d'un nouveau type d'évasion, non pas par la porte d'entrée, mais par le pouvoir. Silencieux, constant et absolu. Elle partirait un jour, mais pas avant de pouvoir tout emporter avec elle. L'appel arriva tard dans la soirée. Frank Kingston, le patriarche vieillissant de la famille, la seule personne qui avait montré à Lilian une civilité occasionnelle, s'était effondré lors d'une réunion du conseil d'administration. La maison entra en frénésie. Maria aboyait des instructions, Ruby pleurait théâtralement, et Edwin jurait sous son souffle. Au milieu du chaos, l'attention de la famille se porta sur Lilian lorsque l'assistant de Frank mentionna que la branche hôtelière avait besoin de quelqu'un pour maintenir les choses à flot jusqu'à la restructuration. Maria saisit l'opportunité. « Envoie Lilian. Ça l'occupera. C'est une petite branche. Elle ne peut pas faire beaucoup de dégâts. » Edwin acquiesça d'un haussement d'épaules dédaigneux. « Elle ne tiendra pas une semaine. » Lilian ne dit rien, son cœur battant la chamade. L'offre n'était pas glamour, mais c'était son premier goût d'indépendance depuis des années. « Je le ferai, » dit-elle doucement. Le sourire narquois de Maria était mince. « Bien. Voyons si tu peux gérer autre chose que de rester jolie. » Son premier jour à l'hôtel fut loin d'être facile. Le personnel la reconnaissait à peine, supposant qu'elle était une autre Kingston privilégiée se mêlant des opérations. Mais au lieu d'exiger l'autorité, Lilian retroussa ses manches, littéralement. Elle suivit le superviseur de l'entretien ménager, posa des questions sincères sur les problèmes de maintenance et passa du temps en cuisine à écouter les griefs du personnel. Une employée, une directrice de la réception d'âge moyen nommée Agnès, la prit à part. « Pourquoi faites-vous tout ça ?» demanda-t-elle avec méfiance. « Parce que j'ai besoin de gagner votre confiance, » dit Lilian, « et parce que je ne veux pas être comme eux. » Au cours des semaines suivantes, de petits changements commencèrent à se produire. Les employés commencèrent à la saluer, même à sourire. Lilian restait éveillé tard pour examiner les rapports de profit, apportant des changements subtils pour améliorer le flux de travail. Pour la première fois depuis des années, elle n'était pas invisible. Elle comptait. Une nuit, alors qu'elle était assise seule dans son bureau surplombant les lumières de la rue en contrebas, elle se murmura, « Ça. C'est pour ça que j'ai été faite. » Au 3e mois, la branche hôtelière non seulement fonctionnait efficacement, mais elle prospérait. Les clients laissaient des critiques élogieuses, le roulement du personnel diminuait, et une petite augmentation des profits attira l'attention du conseil d'administration principal. Lilian présenta un rapport trimestriel dans une modeste robe grise et les mains tremblantes, s'attendant à être renvoyée. Au lieu de cela, le directeur financier leva un sourcil. « Qui a compilé ça ?» demanda-t-il. « C'est moi », répondit Lilian. Quelques cadres échangèrent des regards surpris. « C'est impressionnant. » Ce seul mot resta avec elle. Cette nuit-là, de retour dans son petit bureau, Lilian ouvrit son ordinateur portable et commença à chercher des cours en ligne en gestion d'entreprise. Chaque soir, après que Charles se soit endormi et que le manoir soit devenu silencieux, elle se plongeait dans des conférences, des études de cas et des stratégies de marketing. C'est devenu son arme secrète, une éducation que personne ne pourrait lui enlever. Même Maria commença à remarquer le changement. « Tu sembles différente », observa-t-elle un soir, étudiant la posture de Lilian au dîner, plus occupée, presque comme si tu te croyais importante. Lilian sourit faiblement.
Je ne fais que ce qu'on m'a dit, me rendre utile. Edwin, pendant ce temps, continua son schéma d'indifférence froide, demandant rarement des nouvelles de son travail, mais le silence ne la transperçait plus. Il l'alimentait. Elle avait goûté à la compétence, au respect et à un but, et elle n'allait pas lâcher prise. À l'hôtel, Agnès l'a pris de nouveau à part. Je ne sais pas ce qu'ils disent de vous au domaine, mais vous êtes la meilleure chose qui soit arrivée à cet endroit depuis des années. Les yeux de Lilian s'adoucirent. Merci. Je n'ai pas encore fini. Pour la première fois, sa voix portait une conviction tranquille. Elle ne survivait plus, elle construisait. Un vendredi après-midi, alors qu'elle assistait à un séminaire régional sur le leadership obligatoire pour la division hôtelière, Lilian remarqua une autre femme assise seule près de la fenêtre du fond. Elle était élégante mais réservée, ses yeux fatigués malgré ses vêtements coûteux. Elles se présentèrent pendant une pause. Elle s'appelait Naomi, mariée au cousin d'Edwin, Philippe. Alors qu'elles échangeaient des banalités, une familiarité tacite passa entre elles. Plus tard, au déjeuner, Naomi confia à voix basse, « Je connais ce regard dans tes yeux. Je le vois dans mon miroir chaque matin. » Lilian ne dit rien au début, mais quand Naomi ajouta, « Il te traite aussi comme une décoration, n'est-ce pas ?» Lilian expira enfin, comme un barrage qui se fissure. Pire, comme un problème qu'ils ont oublié de régler. C'était le début d'un lien inattendu, forgé non pas par l'amitié, mais par la survie. Dans des coins discrets et des moments de relâche, elles partageaient des histoires sur leur mariage. Les ecchymoses de Naomi cachées sous des manches de soie. Les années de Lilian à être ignorées et exclues. Ils pensent que notre silence est une faiblesse, dit Naomi un après-midi, sirotant un café amer. Mais ils oublient que nous nous souvenons de tout. Lilian hocha la tête, fixant sa tasse. Nous leur avons survécu. Cela seul nous rend dangereuses. Ensemble, elles commencèrent à assister à des événements du conseil d'administration et à des rassemblements d'entreprises informelles, se soutenant mutuellement à travers les sourires soigneusement étudiés et les regards glaciaux. La présence de Naomi stabilisait Lilian, lui rappelant qu'elle n'était ni folle ni faible, juste en cage. Un jour, alors qu'elle se tenait près de la fenêtre à la fin d'une autre revue d'hôtel, Naomi se pencha et murmura, « Un jour, nous leur ferons payer. » Pas avec des larmes, mais avec du pouvoir. Lilian ne répondit pas tout de suite. Mais au fond de sa poitrine, quelque chose changea, et cela sonnait comme un vœu. Lilian remarqua le changement chez Edwin bien avant de trouver la preuve. Il commença à disparaître des week-ends entiers sous prétexte de voyage d'affaires. Son téléphone, toujours commodément en mode silencieux, ses chemises revenant du pressing avec de légères traces de parfum inconnu. Au début, elle essaya de se convaincre que c'était de la paranoïa. Mais lorsqu'il laissa sa tablette sur le canapé du salon un soir, déverrouillée et clignotant encore d'un récent appel vidéo, la curiosité l'emporta. Elle ouvrit le fil de discussion. Il y avait des dizaines de messages aguicheurs, des selfies, même des réservations d'hôtels sous un faux nom. La femme, une certaine Bianca, travaillait comme consultante en marketing dans une autre ville. Lilian resta assise là, lisant, engourdie. La trahison ne la piqua pas comme elle s'y attendait. C'était froid, mécanique. Comme tout le reste dans son mariage, c'était transactionnel. Elle copia les messages et les captures d'écran sur une clé USB cachée et reposa soigneusement la tablette. Ses mains ne tremblaient pas cette fois. Quand Edwin rentra cette nuit-là, elle l'accueillit avec un calme étudié. « Comment était Abuja » demanda-t-elle, sa voix douce. Il la regarda à peine. « Fastidieux, des réunions toute la journée. » Lilian sourit poliment. « Tu dois être épuisé. Je vais demander à Evelyne de te réchauffer quelque chose. » Elle s'excusa et monta à l'étage, verrouillant la porte derrière elle. Cette nuit-là, elle s'assit à son bureau, organisant chaque fichier, chaque fil de discussion, chaque reçu dans des dossiers étiquetés par date. Ce n'était pas encore de la vengeance qu'elle planifiait. C'était une assurance. « Tu ne vas pas me détruire et t'en tirer indemne » se murmura-t-elle. Quelques jours plus tard, elle se tenait devant le miroir, appliquant un rouge à lèvres rouge doux. Ses yeux plus vifs qu'ils ne l'avaient jamais été. Elle ne le confronta pas. Elle ne cria pas. Au lieu de cela, elle joua le rôle de l'épouse parfaite, assistant même à un événement à ses côtés. Mais sous la surface, elle construisait un dossier, un qu'il ne verrait jamais venir. La nouvelle du décès de Frank Kingston arriva un lundi matin,
un coup sourd qui résonna dans toute la famille. Le patriarche, le seul Kingston à avoir jamais montré à Lilian ne serait-ce qu'une once de décence, était parti. La maison devint sombre, mais la salle du conseil devint impitoyable. En 48 heures, l'entreprise se bouscula pour se restructurer, et Edwin supposa avec confiance qu'il serait nommé vice-président. C'est pratiquement à moi. Se vanta-t-il auprès de Maria au petit déjeuner. Mais le conseil avait d'autres plans. Lilian, grâce à son succès constant à la branche hôtelière et au soutien discret de quelques directeurs influents impressionnés par ses rapports trimestriels, était devenue une candidate silencieuse. Lorsque l'annonce fut faite lors de la réunion trimestrielle, Lilian Kingston, nouvellement nommée vice-présidente des opérations hôtelières, des halètements parcoururent la pièce. L'expression d'Edwin se figea. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel » marmonna-t-il entre ses dents. Après la réunion, Edwin entra en trombe dans son bureau, claquant la porte derrière lui. « As-tu comploté pour ça ? C'est comme ça que tu survis maintenant, en grimpant les échelons avec des faveurs ?» Lilian se leva de son bureau, le regardant fixement. « Non, Edwin. J'ai mérité ça. Quelque chose que tu ne comprendrais pas parce que l'arrogance est ta monnaie d'échange. » Ses yeux se plissèrent. « Ne me parle pas comme si tu étais meilleur que moi. » Elle passa devant lui, rassemblant calmement ses dossiers. « Je ne suis pas meilleur que toi, Edwin. J'ai juste travaillé plus dur. Et pendant que tu courais après des distractions, je construisais quelque chose de réel. » Il attrapa son bras, mais elle se dégagea. « Touche-moi encore, et tu le regretteras. » Edwin parut abasourdi, non pas par ses mots, mais par la femme en face de lui. Elle n'était plus la mariée docile qu'il ignorait autrefois. Elle était le pouvoir en talons. Et à ce moment-là, il réalisa qu'elle n'était pas quelqu'un à contrôler. Elle était quelqu'un à craindre. La nouvelle de la promotion de Lilian déclencha le chaos au domaine des Kingston. Maria était furieuse, son tempérament incontrôlable, alors qu'elle brisait un vase en cristal dans le salon. Elle nous a humiliés. Une femme sans pédigré représente maintenant cette famille devant nos investisseurs. Ruby, arpentant la pièce à proximité, murmura, elle a dû séduire quelqu'un au conseil d'administration. Il n'y a pas d'autre moyen. Maria siffla, non. C'est sa rébellion. Elle essaie de s'élever au-dessus de sa condition. Pendant ce temps, Lilian rentra du bureau ce soir-là pour trouver une table de dîner dressée comme un champ de bataille. Maria assise en bout de table, Edwin raide à côté d'elle, Ruby fumant silencieusement en face. Tu aurais pu consulter la famille avant d'accepter le poste, lança Maria. Lilian posa lentement sa serviette sur ses genoux. Le conseil l'a offert, j'ai accepté. C'est comme ça que les affaires fonctionnent, n'est-ce pas? Edwin la foudroya du regard, mais Lilian croisa son regard avec une indifférence calme. Ne fais pas comme si tu ne t'attendais pas, ajouta-t-elle. Ruby se pencha en avant. Ce n'est pas ta place, Lilian. Ne te mets pas à l'aise. Lilian se tourna vers elle, les yeux brillants. Tu as raison, Ruby. Ce n'est pas ma place, c'est mon droit, parce que je l'ai mérité. Et je ne suis pas ici pour te mettre à l'aise. La table devint silencieuse. Maria se leva, sa voix tremblant de rage. Tu penses que le pouvoir te rend invincible? Lilian se leva aussi, posant doucement sa fourchette. Non, Maria, mais il me rend plus difficile à faire taire. Cette nuit-là, en traversant le couloir vers sa chambre, Lilian sentit le poids de leur fureur peser sur son dos comme un vent froid. Mais elle ne recula pas, elle sourit. Parce que les tempêtes ne signifient qu'une chose, la foudre arrive. L'échymose sur le poignet de Naomi était petite, presque effacée, mais elle dit à Lilian tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Elle apparut un mardi matin alors qu'elle se rencontrait pour un café dans le salon du personnel après une longue réunion. Naomi portait un chemisier crème avec les manches retroussées à mi-hauteur, un rare laissé-aller dans sa garde-robe habituellement prudente. Quand les yeux de Lilian tombèrent sur la marque, Naomi rabaissa rapidement le tissu. « Ce n'est rien, dit-elle. » Lilian n'insista pas. Mais quand Naomi s'excusa quelques instants plus tard, Lilian la suivit discrètement et la trouva en sanglots dans les toilettes. « Il m'a de nouveau poussé, » admit Naomi dans un murmure. Il était ivre et en colère. Il pense que je l'embarrasse en travaillant ici. Lilian la conduisit doucement sur le canapé de son bureau, lui tendant un verre d'eau. Tu n'as plus à te taire, dit-elle fermement.
Nous ne sommes pas impuissantes. Plus tard dans la nuit, elles se rencontrèrent dans l'appartement de Naomi, un terrain neutre loin des deux hommes Kingston. Naomi sortit un dossier de son sac, tremblant légèrement. À l'intérieur se trouvaient des photos, des enregistrements audio et des notes manuscrites. J'ai commencé à les rassembler en secret. Je ne savais même pas pourquoi. Peut-être que j'espérais ne jamais en avoir besoin, avoua-t-elle. Lilian étudia attentivement le contenu. Tu as été intelligente de les garder, dit-elle, la voix stable. C'est comme ça qu'on se défend, pas avec les poings ou la rage, mais avec des preuves et une stratégie. Naomi s'effondra alors, non pas de peur, mais de soulagement. Je pensais être seule, murmura-t-elle. Lilian lui toucha la main. Tu ne le es pas. Je sais ce que c'est que de se sentir invisible. Mais regarde-nous maintenant, nous ne nous cachons plus. Cette nuit-là, les deux femmes allumèrent une bougie ensemble, murmurant des promesses sur sa flamme. Pas une vengeance, mais une libération. La révolution n'était plus une pensée, elle avait commencé. Lilian commença à se concentrer sur le pouvoir financier, celui qui ne pouvait être ni contesté ni ignoré. Par l'intermédiaire d'une amie de longue date de l'université, Tola, qui travaillait dans l'investissement privé, elle commença à acheter discrètement de petites parts dans les filiales de Kingston, jamais assez pour alarmer qui que ce soit, mais assez pour compter. Agis discrètement, conseilla Tola. Laisse-les penser que tu es inoffensive jusqu'à ce que tu tiennes la salle du conseil dans le creux de ta main. Lilian était d'accord. Le but est le contrôle, pas l'attention. Elle utilisa les bonus de son nouveau poste et vendit des bijoux de famille que Maria l'avait autrefois forcée à porter. Tout avait un but maintenant. Chaque décision était un pas vers l'indépendance. La nuit, elle mettait à jour une feuille de calcul croissante de ses actifs, souriant alors que les chiffres en sa faveur commençaient à se multiplier. Pendant ce temps, elle et Naomi formèrent une alliance secrète avec deux jeunes membres du conseil d'administration, des femmes longtemps éclipsées par leurs homologues masculins. Autour d'un café et de dîner privés, Lilian écouta, apprit et posa les bases. « Tu penses qu'Edwin se doute de quelque chose ?» demanda Naomi un soir autour d'un verre de vin rouge. Lilian secoua la tête. Les hommes comme lui ne regardent jamais sous la surface. Ils supposent que le silence signifie la soumission. Naomi sourit narquoisement. Leur arrogance sera leur perte. Le regard de Lilian se durcit, bien. Laissons-les s'installer confortablement. Je veux qu'on leur tire le tapis de sous les pieds. Dans l'ombre des couloirs de marbre et sous les lustres en cristal des galas familiaux, Lilian se déplaçait comme de la fumée, intouchable, observant, attendant. Elle ne planifiait pas un moment de vengeance. Elle construisait un avenir où son pouvoir n'aurait pas besoin de validation. Et le moment venu, elle aurait plus que des preuves. Elle aurait un levier de pression. Le matin où Edwin fut arrêté commença comme n'importe quel autre. Il embrassa distraitement Charles sur le front, marmonna quelque chose à propos d'une présentation au conseil, et partit dans sa berline noire élégante. À midi, sa photo était partout sur les plateformes d'information financière. L'héritier Kingston accusé de délit d'initié et d'évasion fiscale, criait les titres. Lilian était assise dans son bureau, feignant d'être choquée lorsque le téléphone sonna. « As-tu vu les nouvelles ?» demanda Maria, la voix brisée. « Ils disent qu'Edwin, ils l'accusent de fraude. » Lilian garda son ton calme. « Je suis sûr que la vérité éclatera. » En vérité, toute l'enquête avait commencé par un tuyau, soumis anonymement. Appuyé par des documents que Lilian avait discrètement remis à son contact au bureau des crimes financiers. Elle n'avait rien falsifié. Elle n'avait fait qu'exposer ce qu'Edwin avait déjà fait. Cette nuit-là, Maria fit irruption dans la chambre de Lilian sans frapper. « Tu savais » accusa-t-elle. « Tu attendais ça. Ne joue pas l'innocente. » Lilian leva les yeux de son livre. « Je ne contrôle pas les choix d'Edwin. S'il a enfreint la loi, il en répondra. » Le visage de Maria se tordit de rage. « Tu as déshonoré cette famille. » Lilian se leva lentement. « Non, Maria. C'est Edwin qui a fait ça tout seul. Et cette famille me déshonore depuis des années. » La femme plus âgée vacilla, soudainement incertaine. « Tu le regretteras. » Lilian s'avança. « Non, c'est toi qui le regretteras. Tu penses que c'est à propos d'Edwin ? C'est à propos de chaque fois que tu m'as fait sentir que je n'étais rien. Et maintenant, j'ai tout.
Maria recula, secouée. Pour la première fois, elle vit Lilian non pas comme une menace, mais comme une force. Calme, calculatrice, et complètement hors de son contrôle. La lecture du testament de Frank Kingston devait être une formalité, un dernier salut rigide à la tradition. La famille se réunit dans le bureau du manoir, une pièce qui sentait encore faiblement le cigare préféré de Frank. Maria portait un voile noir, plus pour l'effet dramatique que par deuil. Ruby était assise les bras croisés, et Lilian, posée et silencieuse, était assise à côté de Naomi près de la cheminée. L'avocat se racla la gorge, comme l'a déclaré M. Frank Kingston dans son dernier testament modifié. Quelques distributions attendues suivirent, des actions à Maria, une maison de ville à Ruby. Mais quand il en vint à Charles, l'ambiance de la pièce changea. La tutelle du fonds fiduciaire, des parts successorales et des avoirs éducatifs de Charles Kingston reposera uniquement sur Lilian Kingston jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la majorité. Des halètements remplirent la pièce. Maria leva la main. C'est impossible. Ce rôle devrait revenir à son père ou à moi. L'avocat resta impassible. C'était la décision personnelle de Frank. Il croyait en la gestion de Lilian. Le visage de Maria devint cramoisi. Elle est une étrangère à cet héritage. Lilian croisa son regard sans ciller. Je l'ai vécu chaque jour. Peut-être pas selon vos termes, mais je l'ai protégé d'une manière qu'aucun de vous n'aurait pu le faire. Ruby se leva brusquement. Ce n'est pas fini. Naomi se pencha vers Lilian et murmura, il s'effondre. Lilian murmura en retour, laisse-les faire. Edwin, absent en raison de ses problèmes juridiques en cours, ne pouvait pas intervenir. Ce soir-là, Lilian était assise seule dans la chambre de Charles, le regardant dormir avec le testament toujours à la main. Elle le plaça doucement dans le tiroir sous ses vêtements de bébé et expira profondément. Elle avait maintenant le contrôle légal sur Charles, sur les actions, et surtout, sur son avenir. Pour la première fois depuis des années, son chemin à suivre n'était plus un couloir de peur. C'était un trône, attendant d'être revendiqué. La fierté de Maria n'était pas enracinée dans la richesse. Elle était construite sur la réputation. Alors, quand la nouvelle se répandit que la matriarche des Kingston avait discrètement transféré des fonds du Conseil culturel des femmes vers des comptes personnels, les cercles sociaux se refroidirent. Les documents financiers divulgués étaient précis, accablants, et livrés à un journaliste local dans une enveloppe ordinaire. Pas d'empreinte digitale, pas d'adresse de retour. Lilian regarda de loin le scandale se dérouler. Ce sont des mensonges, cria Maria lors d'une conférence de presse d'urgence, mais sa voix tremblait. J'ai servi cette communauté pendant plus de 30 ans. Les journalistes étaient implacables. Madame, avez-vous autorisé le transfert de fonds pour les rénovations du château Hill? Où est la facture pour l'exposition d'art de San Minera? Maria sortit en trombe, se protégeant le visage des caméras. Son empire d'influence avait commencé à s'effondrer, brique par brique. Ce soir-là, alors que Lilian rentrait d'un déjeuner d'affaires, elle trouva Maria assise dans le salon obscur, les épaules voûtées. « Il me traite comme une criminelle », dit-elle d'une voix cassante. Lilian retira calmement son manteau. « Ça doit être difficile », répondit-elle en passant devant elle. Maria se leva. « C'est toi qui as fait ça. Je ne sais pas comment, mais je sais que c'est toi. » Lilian se tourna lentement, les yeux vifs. « Vous m'avez élevé dans le feu, Maria. Vous ne devriez pas être surprise. J'ai appris à contrôler les flammes. » Les lèvres de Maria s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. « Je n'ai rien falsifié. J'ai juste laissé les gens voir ce que vous êtes vraiment. » Elle s'éloigna alors, ses talons résonnant sur le sol en marbre. Maria resta figée, le silence plus fort que ses cris ne l'avait jamais été. La société qu'elle dirigeait l'avait rejetée, et Lilian avait ouvert la porte. Ruby avait toujours aspiré à la validation par la mode, l'exclusivité, et à être perçue comme la créatrice de la famille. Alors, lorsqu'elle annonça un partenariat très médiatisé avec un créateur français d'élite, les médias s'emballèrent. Des invitations furent envoyées, des panneaux d'affichage installés. Le défilé de mode devait être son triomphe. Mais le soir de l'événement, juste au moment où elle montait sur scène pour présenter sa collection, une lettre de mise en demeure arriva. Le partenariat était une imposture. Le créateur n'avait jamais accepté de collaborer.
Ruby avait falsifié des documents pour impressionner des investisseurs potentiels. En quelques heures, l'histoire explosa. Des allégations frauduleuses secouent la mode Kingston, titraient les journaux. Ruby fut forcé d'annuler le défilé en plein milieu, humilié devant les invités, la presse et les personnalités mondaines qu'il adorait autrefois. Lilian regarda tout cela se dérouler depuis son bureau, son expression indéchiffrable. Naomi entra avec sa tablette. La déclaration du créateur est déjà tendance. Lilian hocha la tête. Laisse faire. Elle sirota son thé et ajouta, je lui ai donné la corde. Elle a fait le nœud coulant. Quand Ruby rentra chez elle, elle hurla dans les couloirs, arrachant ses couvertures de magazines encadrés. Elle m'a saboté, cria-t-elle. Maria tenta de la consoler, mais Ruby la repoussa. Tu as toujours dit que je serais le visage de cette famille. Maintenant, je suis la risée de tous. À l'étage, Lilian posa une petite boîte cadeau sur la coiffeuse de Ruby, avec une simple note à l'intérieur. La vérité marche toujours en talons. Ruby la déchira, s'effondrant en larmes sur le sol. Pendant si longtemps, elle s'était moquée de la nature tranquille de Lilian. Maintenant, son monde s'était fissuré, non pas par la violence, mais par la précision. Et Lilian n'avait pas levé le petit doigt. Seulement tiré un fil. La promotion de Naomi ne fut pas une annonce. C'était une vague silencieuse qui a traversé l'entreprise et a remodelé ses marées. Avec le soutien de Lilian et la preuve constante de son leadership, Naomi fut nommée directrice des opérations pour la branche régionale de Lagos. Cela vint après des mois de suivi des données de performance, de soumission d'audits propres et de fidélisation d'un personnel loyal, en particulier des femmes qui avaient autrefois été réduites au silence comme elle. « C'est toi qui as fait ça », murmura Naomi après le vote unanime du conseil. Lilian secoua la tête. « C'est toi qui l'as fait. Je me suis juste assuré qu'il le remarque. » La nouvelle se répandit rapidement. Philippe, le mari abusif de Naomi, réagit exactement comme prévu. Il fit irruption dans la salle du conseil un matin, lançant des accusations de népotisme et de manipulation. « Tu crois que tu peux m'humilier comme ça ?» cracha-t-il. Naomi tint bon. « Je ne t'ai pas humilié, Philippe. C'est ton comportement qui l'a fait. » Après que la sécurité l'eut escorté dehors, Naomi s'assit dans son nouveau bureau surplombant la ligne d'horizon. Elle ferma les yeux un instant, respirant profondément, n'attendant plus la permission d'exister. « Je rêvais de lui échapper, dit-elle plus tard à Lilian au dîner. Maintenant, je rêve de diriger. » Lilian sourit, regardant son ami s'épanouir. Le pouvoir ne nous change pas, il nous révèle. Dans le cadre de son nouveau rôle, Naomi instaura une politique de bien-être qui protégeait les employés, ajouta des prestations de maternité et appliqua une règle de tolérance zéro pour le harcèlement. C'est ainsi que nous laissons nos empreintes sur l'avenir, dit-elle en signant la nouvelle politique. Philippe quitta la ville peu après, la queue entre les jambes, son influence réduite à néant. Naomi ne s'est pas seulement échappée, elle est montée en grade. Et à ses côtés, Lilian observait en silence, sachant que ce n'était qu'une des nombreuses victoires à venir. La libération d'Edwin de sa garde à vue fut de courte durée et amère. Bien que libéré sous caution, il retourna au domaine, une version évidée de l'homme qui se pavanait autrefois dans les salles de conseil. Lilian le trouva attendant dans le salon un soir, assis dans le même fauteuil en cuir que Franck occupait autrefois. « Tu as fait passer ton message » marmonna-t-il. « Tu m'as ruiné. » Elle le considéra un long moment avant de répondre. « Je ne t'ai pas ruiné, Edwin. Tu as fait ça toi-même. J'ai juste arrêté de protéger tes mensonges. » Sa voix tremblait, masquant à peine le désespoir. « Je suis toujours ton mari. » Lilian s'assit lentement en face de lui. « Tu étais mon mari, mais maintenant tu n'es que l'histoire édifiante à laquelle j'ai survécu. » Il tendit la main vers elle, mais elle se retira. « Tu me punis, dit-il. J'ai tout perdu, ma carrière, mon nom, le respect de ma mère. » Lilian rit doucement, secouant la tête. « Tu ne pleures que ce sur quoi tu as bâti ton identité. Tu n'as jamais apprécié ce qui comptait vraiment. Pas moi, pas Charles, pas même ta propre intégrité. » Le visage d'Edwin s'effondra, et pendant un bref instant, Lilian vit le regret vaciller derrière ses yeux. « N'y a-t-il rien que je puisse faire pour arranger ça ?» demanda-t-il. Sa voix était basse et stable. « Non, parce que tu n'as pas brisé quelque chose.
Tu l'as brûlé. Elle se leva pour partir, ne s'arrêtant que pour ajouter, la prochaine fois que tu penseras à moi, souviens-toi de ceci, ton silence a créé la femme qui parle maintenant plus fort que toute ta famille ne l'a jamais fait. Edwin resta assis, les yeux vitreux, fixant le vide qu'il appelait autrefois le contrôle. Maria, autrefois indomptable, avait commencé à s'effilocher. Sa disgrâce sociale, le scandale de Ruby et l'effondrement d'Edwin l'ébranlaient comme des vagues contre une falaise fragile. La femme qui commandait autrefois les pièces errait maintenant dans sa maison en silence, serrant un châle comme s'il contenait les derniers morceaux de sa fierté. Lilian la trouva un après-midi assise près du jardin, ses mains tremblant alors qu'elle essayait d'enfiler une aiguille. « Tu étais si petite, » murmura Maria sans lever les yeux. « Tu mendiais l'approbation. » Lilian s'agenouilla à côté d'elle, croisant son regard las. « Et vous, vous croyez que la cruauté était une force. » Les yeux de Maria s'embuèrent, mais aucune larme ne tomba. « Je ne savais pas que tu te défendrais comme ça. » La voix de Lilian était douce. « Vous n'avez jamais pensé que je valais la peine d'être crainte. » La santé de Maria commença à décliner. Des migraines induites par le stress, des pertes de mémoire et de longues périodes de silence devinrent ses nouveaux compagnons. Les médecins suggérèrent une thérapie, mais elle refusa. « Il n'y a rien qui ne va pas chez moi », lança-t-elle à Ruby un matin. Mais Ruby avait cessé de se disputer. Elle ne défendait plus leur héritage. Toute la maisonnée des Kingston était devenue creuse, les échos de sa grandeur passaient résonnant dans ses couloirs de marbre. Lilian rendit une dernière visite à Maria avant d'emménager dans une nouvelle propriété avec Charles. « Pourquoi es-tu ici » demanda Maria amèrement. « Pour voir la paix finale ?» Lilian secoua la tête. « Pour dire au revoir. » Elle posa une seule rose blanche sur la table, symbolique à la fois de la reddition et de la survie. « Vous avez bâti une dynastie sur la peur. J'en construis une sur le feu. » Maria détourna le regard, sa voix à peine audible. « Tu as gagné. » Lilian marqua une pause à la porte. « Non, je vous ai survécu. » Avec l'influence de Maria brisée et Edwin n'étant plus une menace pour sa position, Lilian avait enfin les pleins pouvoirs sur la division hôtelière. Sa première réunion du conseil d'administration en tant que vice-présidente incontestée fut accueillie avec une admiration silencieuse de certains et un malaise voilé de la part d'autres qui l'avaient sous-estimée. « Je mettrai en place un nouveau système de promotion. » Commença-t-elle, sa voix calme mais autoritaire. « La performance avant le pédigré. Cette entreprise ne récompensera plus le nom plutôt que les chiffres. » Quelques membres plus âgés du conseil échangèrent des regards, mais aucun n'osa s'opposer à elle. Naomi, assise à ses côtés, fit un petit signe de tête approbateur. Dans les semaines qui suivirent, sous la direction de Lilian, l'entreprise subit une refonte complète. Les départements précédemment dominés par le népotisme furent évalués et plusieurs cadres de longue date furent licenciés. Lilian donna la priorité au laissez-pour-compte. Elle réintégra des membres du personnel qui avaient été écartés par la politique des Kingston, nomma des femmes compétentes à des postes de direction et introduisit des programmes de mentorat pour les jeunes employés. Les gens font les empires, dit-elle au personnel lors d'une retraite interne. Et quand ils sont traités avec dignité, l'empire prospère. La culture commença à changer, lentement mais sûrement. Un après-midi, alors que Lilian examinait les projections trimestrielles dans son bureau, une jeune stagiaire frappa nerveusement. « Madame, je voulais juste dire que voir quelqu'un comme vous au pouvoir me fait croire que je peux le faire aussi. » Lilian sourit doucement. « Tu n'as pas à être comme moi, dit-elle. Tu dois juste être assez courageuse pour être toi-même. » Et à ce moment, elle réalisa qu'elle ne survivait plus. Elle construisait, non seulement une entreprise, mais un héritage. La soirée était calme, avec seulement le faible bourdonnement du vent frôlant les vitres. Lilian venait de rentrer d'une réunion de stratégie tardive lorsqu'elle entra dans la chambre d'enfant pour trouver Charles éveillé, clignant des yeux vers le plafond avec curiosité. « Toi non plus, tu n'arrives pas à dormir, mon petit ?» murmura-t-elle en s'agenouillant à côté de son berceau. Elle le prit dans ses bras, berçant sa petite silhouette. Alors qu'elle s'installait dans le fauteuil à bascule, elle commença à fredonner une vieille berceuse que sa mère lui chantait autrefois. Le moment était doux, sacré, jusqu'à ce que Charles s'agite légèrement, clignant des yeux vers son visage. Puis, d'une voix calme et soufflée, il dit « Maman ». Son cœur s'arrêta. Les larmes montèrent aux yeux de Lilian alors qu'elle le serrait plus fort, embrassant le sommet de sa tête. « Répète-le,
murmura-t-elle. Maman, répéta-t-il, cette fois avec plus de confiance. Elle rit à travers ses larmes, submergée par le poids de ce seul mot. Ce n'était pas juste un son, c'était une déclaration. Elle avait lutté à travers le feu, le rejet et l'isolement pour en arriver là. Et maintenant, dans le silence de leur maison, sa maison, son fils l'avait choisie. Personne ne lui avait dit qui elle était. Il le savait, tout simplement. Plus tard dans la nuit, alors qu'elle le couchait et le regardait s'endormir, elle murmura « Je te protégerai avec tout ce qui est en moi. Tu n'auras jamais à te demander qui est de ton côté. » Dans le reflet de la vitre du berceau, elle aperçut son propre reflet. Et pour la première fois, elle ne vit pas une survivante, mais une mère en pleine floraison. Le soleil commençait à peine à se lever lorsque Lilian entendit le coup familier, 3 coups doux, suivis d'une pause. Elle ouvrit la porte, et là se tenait Clara, tenant une boîte de pâtisserie et souriant à travers des yeux embués. « Tu ne pensais pas que j'allais manquer ton premier mois complet dans ta nouvelle maison, n'est-ce pas ?» Lilian la serra fort dans ses bras. « Mon Dieu, tu m'as manqué. » Elles s'assirent dans la véranda, où Clara s'émerveilla de la transformation, non seulement de la maison, mais de Lilian elle-même. « Je me souviens de la femme qui est entrée dans mon café ce jour-là, » dit doucement Clara. Elle avait l'air sur le point de s'effondrer. Lilian hocha la tête. Elle s'est effondrée, mais elle s'est relevée.